7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Lisa Allô, Kamel. oui, bonjour. Alors je rappelle que vous êtes professeur, auteur de La Grande Garderie, paru le 6 septembre 2023 aux éditions Albin Michel. Merci d'être parmi nous ce matin. Alors aujourd'hui, pour commencer, vous vouliez nous faire un petit retour sur la façon dont s'est déroulée la Journée internationale des droits des femmes au sein des écoles françaises. Oui, parce qu'il y a de quoi halluciner, Élise. C'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'en gros, pour valoriser les femmes et les droits des femmes en France, on en arrive à des folies comme faire défiler des enfants avec des panneaux des panneaux sur le ventre ou sur la poitrine, je ne sais pas, qui font la liste de toutes les agressions sexuelles qu'ils ont pu lire dans le journal. On en arrive à les faire collecter de l'argent pour la précarité menstruelle. Évidemment, on multiplie les conférences sur les différences, enfin comment dire, la théorie du genre et la façon dont on peut lutter contre l'homophobie, etc. à l'école. On enchaîne. Alors, il y a aussi évidemment la collecte de phrases de femmes inspirantes. Ça va de Hillary Clinton à Beyoncé. On récite dans les classes des pinceaux féministes des années 70, 80, comme si depuis en fait la situation n'avait pas évolué. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à l'école, les enfants qui pâtissent de l'école et qui ont du mal à se faire une place à l'école, ce ne sont pas les filles, ce sont les garçons, puisque l'échec scolaire à l'école est massivement masculin et se superpose à cette fracture sexuelle, on va dire, se superpose à une fracture ethnique, c'est-à-dire que les enfants qui réussissent le moins bien à l'école sont, et ce ne sera pas un scoop, je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir, ce sont les garçons issus de l'immigration. Les petites filles tirent leur épingle du jeu, même quand elles sont issues de l'immigration maghrébine, subsaharienne, etc. Donc je pense que l'urgence à l'école aujourd'hui, ça n'est pas de lutter pour les droits des femmes. D'abord, ces enfants ne sont pas des hommes et des femmes, ce sont des enfants, mais plutôt d'aider les garçons. Par ailleurs, il est, je trouve, assez injuste de faire peser sur les épaules des petits garçons des responsabilités et voire une culpabilité dont sont responsables éventuellement les générations précédentes. C'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans ne s'est pas normalement encore rendu coupable de violences sexistes, de harcèlement envers les femmes, etc. Lui faire la liste de tout ce que ses parents, ses pères, ses oncles, son grand-père ont pu faire à des femmes, il me semble que c'est un procès un petit peu injuste. Alors, vous parliez de ces femmes inspirantes qu'on a citées, Beyoncé, Michelle Obama, je crois. Alors, ce sont des femmes qu'on peut trouver intéressantes, etc. Mais enfin, de là à en parler comme des modèles inspirants, ça rejoint un petit peu cet autre exemple, celui d'une école qu'on a appelée Guillaume Musso. Et alors, vous doutez de la capacité de l'éducation nationale à discerner justement les enseignements qualitatifs de ceux qui seraient plus idéologiques. Oui, il me semble que donner à une école le nom d'un auteur vivant, tel que Guillaume Musso, qui est quand même un auteur, on va dire, de gare, pour être gentil, qui vend beaucoup. Moi, je suis admirative de son succès commercial et marketing. Je ne vendrai jamais autant de livres que Monsieur Musso. Enfin, c'est comme Monsieur Marc Lévy. Il y a de nombreux auteurs comme ça qui vendent énormément de livres, mais on peut quand même douter de la qualité littéraire de leurs œuvres. Et ils le disent eux-mêmes. Ils sont très francs sur la façon dont ils écrivent. Alors le problème, c'est on a supprimé des programmes de l'éducation nationale. Les grands auteurs, si vous mettez votre nez dans les listes de références, celles qui sont données aux enseignants en début d'année pour les inspirer, pour les inciter à faire étudier telle ou telle œuvre à l'école, vous n'y trouverez quasiment plus Molière, Victor Hugo, Jean de La Fontaine et des grands auteurs comme ça. Sont passés dans les œuvres patrimoniales des auteurs comme Roald Dahl, comme Olivier Py, des gens qui sont sans doute très intéressants à lire, mais qui, de mon point de vue, ont écrit des œuvres qui sont quand même moins belles et qui ne font pas partie du patrimoine français à ce jour. Donc les enfants sortent de l'école primaire en ayant lu Olivier Py,
qui est quand même le patron du Festival d'Avignon. Je ne sais pas si vous voyez qui Oui. est Olivier Py, c'est quand même un personnage assez tendancieux. Mais ils n'ont pas lu Victor Hugo. Alors aujourd'hui, cette année, là, c'est l'année des Jeux Olympiques. Il y a des écoles dans lesquelles on fait étudier Astérix aux Jeux Olympiques comme Ah œuvre oui, complète. effectivement. Ça va très loin, hein, cette histoire. Donc, évidemment, ça reflète cette histoire d'école Guillaume Musso. Je n'ai rien contre Monsieur Musso en particulier, hein, je ne lui veux pas de mal. Mais cette histoire de baptiser une école Guillaume Musso, à mon avis, est assez représentative, assez symptomatique de la façon dont l'éducation nationale considère la littérature. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, il faudrait peut-être cesser d'avoir peur de classifier tout simplement les choses et de reconnaître que certains auteurs apportent plus à notre patrimoine que d'autres. Merci beaucoup, Lisa Merci à Kamen, vous. et puis à la semaine prochaine. Merci.